Aboulaye Biotchane, première grande émission politique après les présidentielles 2011. Aucune envie pour nous d'évoquer des souvenirs douloureux, tant nous savons la souffrance toujours vive. Il n'est pas facile de perdre, surtout quand on sait l'investissement et l'énergie que requiert la politique. Mais vous avez accepté qu'il n'est de question taboue. Voilà pourquoi vous nous direz la leçon que vous avez tirée de votre expérience de candidat à la magistrature suprême. Est-ce que vous vous êtes fait adepte de la maxime de Robert Rochefort qui dit qu'en politique, ce n'est pas le premier qui gagne. La logique méritocratique ne vaut pas dans ce domaine. Ou tout au contraire, vous avez fait de votre échec un tremplin, vous remémorant ces propos de Nietzsche, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Et vous avez crié, en tournant le visage vers l'avenir, le soldat qui a peur de combattre, il faut qu'il choisisse un autre métier. De toute façon, nous avons besoin de comprendre comment un banquier central comme vous, ancien directeur Afrique du Fonds monétaire international, président en exercice de la Banque ouest-africaine de développement, s'est jeté dans ce monde féroce de la politique où le cadavre d'un ennemi a toujours senti bon. Nous avons aussi besoin de savoir ce qui s'est passé entre Boni Yayi et vous pour que votre amitié se soit transformée en incompréhension puis en véritable haine. Il apparaît clairement aujourd'hui que votre ancien collègue de la Banque centrale et vous avez des tempéraments désormais irréconciliables, une incompatibilité d'humeur qui tourne à la haine personnelle, des divergences réelles et profondes sur les grands choix de société, une revanche à prendre l'un contre l'autre. Je vous dirai aussi ce qui se dit de vous dans le milieu. Aboulaye Biotchane, trop indépendant, trop solitaire, trop sûr de lui, trop d'ennemis pour arriver au sommet. Beaucoup de vos lieutenants et compagnons d'infortune trouvent que vous n'aurez pas trop l'ambition ni d'appétit et d'énergie nécessaires pour conquérir le pouvoir. Peut-être que vous avez votre stratégie. On a vu François Hollande gravir les plus hautes marches de la République française, alors que peu misaient sur lui. Pour vous interroger, mon confrère est désormais binôme sur cette émission, André Dossa, à qui il revient de vous envoyer la première question. Aboulaye Biotchane, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu en zone franche. Cette émission est retransmise en simultané sur Fraternité FM à Parakou, Kandi FM à Kandi, Solidarité FM à Djougou et bien évidemment sur Canal 3 Monde qui reprend certains programmes de Canal 3 Bénin. Aboulaye Biotchane, cette présentation faite par Malik Gomina nous renseigne-t-il assez sur vous? Que manque-t-il à cette présentation pour qu'elle soit assez complète? Merci beaucoup, M. Dossa. Merci beaucoup, M. Gomina. Je voudrais avant tout vous remercier de me donner cette opportunité, cette grande opportunité de m'expliquer. Je voudrais aussi, en passant, saluer tous vos téléspectateurs et tous les auditeurs des radios partenaires qui participent à cette émission. Non, il y a beaucoup à dire sur cette description de M. Gomina, qui, sur certains aspects, est juste, et bien sûr, sur d'autres aspects, je pense, un peu journalistique. Mais je dois dire que pour ce qui me concerne, je ne vis pas qu'au passé. Je n'ai pas été seulement président de la BOAD, ministre des Finances du Bénin, directeur Afrique du Fonds monétaire international. J'ai été fier d'occuper ces fonctions-là, qui sont utiles pour ce que je fais aujourd'hui au Bénin. Mais je continue de faire autre chose. Je suis chef d'entreprise. J'ai créé, après les élections de 2011, une entreprise, une firme de conseil qui me permet d'être encore actif sur le continent africain où je conseille quelques gouvernements, des entreprises qui ont envie d'écouter ce que mon expérience m'a apporté. Et ça, c'est par l'intermédiaire de mon cabinet qui s'appelle ACI, Alindao Consulting International. Deuxièmement, je suis président du conseil d'administration d'une entreprise importante, d'une institution interafricaine importante qui est le Fonds de garantie africain,
qui accorde des garanties aux petites et moyennes entreprises pour emprunter auprès des banques et institutions financières ou lever des ressources. Vous savez que dans le tissu économique de nos pays, les entreprises les plus importantes sont les petites et moyennes entreprises. Malheureusement, ce sont les entreprises qui sont les plus confrontées aux questions de mobilisation de ressources. Et donc, c'est un défi pas seulement béninois, c'est un défi africain. Et j'ai accepté donc de présider cette institution africaine pour permettre donc d'aller de l'avant sur ce chantier. Donc voilà ce que je peux dire pour ce que je fais encore aujourd'hui, qui est quand même important pour, disons, situer les choses, parce que ça fait de moi aussi qu'on appelle quelqu'un qui donne de l'emploi à des jeunes. On va aborder cette question tout à l'heure. Ça fait de moi quelqu'un qui est encore actif dans les cercles gouvernementaux. Je donne des conseils à des gouvernements qui me payent pour cela. Donc je suis donc très bien placé pour donner ces conseils gratuitement à mon pays. Et pourtant, apparemment, vous n'êtes pas sollicité. Mais pourquoi nul n'est prophète chez soi? Pourquoi avec vous cela se confirme? Écoutez, je pense qu'il faut poser la question plutôt à ceux qui pourraient avoir besoin de ces conseils. Je vous dis, je suis prêt à donner ces conseils gratuitement à mon pays. Je le fais d'ailleurs sur un certain nombre de sujets. Quand je dis qu'il nous faut une conférence économique dans notre pays national où tout le monde viendrait dire cette solution, j'ai introduit là l'idée qu'il y a une certaine démarche pour faire des réformes consensuelles. Mais ça, c'est pas bis repetita. On dira peut-être que parce que la première conférence économique du Bénin vous a été une vitrine à vous, puisque c'est là où les Béninois vous ont découvert. Quelques instants après, vous êtes revenu pour être ministre des Finances. Et donc, il faut remettre ça encore une nouvelle fois? Oui, M. Gomina, c'est une façon de voir cela, mais elle n'est pas juste. Ce que je dis, c'est une approche qui n'est pas seulement liée à la conférence économique nationale. C'est une approche qui doit être mise en œuvre chaque fois que vous voulez faire des réformes. Si vous ne faites pas des réformes dans un environnement consensuel, après avoir consulté les gens, il y a de très grandes chances que ces réformes-là échouent, parce que après vous passez plus de temps à expliquer aux gens ce qu'ils auraient pu comprendre dès le départ. La conférence économique aurait lancé, disons, les grands chantiers, notamment réfléchir sur la direction dans laquelle nous allons. Vous avez vu ensemble l'initiative importante que le gouvernement a prise de faire une table ronde. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons faire le bilan. Vous savez très bien que les résultats ne sont pas encore là. Il n'y a pas encore d'engagement. Des questions économiques. Malik a dit que vous n'avez jamais pas cette règle qui veut que nul ne soit prophète chez lui. Et vous, aujourd'hui, est-ce qu'il peut s'agir de querelle de leadership entre banquiers centraux, banquiers de développement, le fait que vous ne soyez pas sollicité? Non, pas du tout. Alors, encore une fois, je pense qu'il vaut mieux poser cette question-là à ceux qui dirigent et qui ont l'initiative de ces démarches. Moi, j'offre mes services. Et je dis encore une fois, pour ce qui concerne mon pays, gracieusement. Oui, et je le dis et je le répète encore ici, c'est valable pas seulement sur les questions économiques, c'est valable sur les questions de gouvernance. J'ai donné des points de vue sur la LEPI qui sont importants. J'ai donné des points de vue sur les questions de gouvernance de façon plus générale. Je donne des points de vue sur les questions sociales. Et donc, sur toutes ces questions, je suis ouvert. Oui, mais justement, le problème qui se pose à notre pays, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé des réformes. Lorsqu'on prend, par exemple, le gouvernement dit du changement ou de la refondation, qui est venu avec comme credo de faire beaucoup de réformes. Lorsque, au finish, à 1 an de la fin du mandat, on regarde, peu de réformes entamées ont abouti. Certes, il y a la réforme du guichet unique, il y a la réforme au niveau du port qui ont pu bouger, mais toutes les réformes qu'on a prévues, pourquoi cela n'a pas marché? Et pourquoi des banquiers centraux qui étaient à la tête du pays, que ce soit au ministère des Finances, le premier magistrat, au ministère du Développement, 8 ans ou 9 ans après, les résultats n'ont pas tenu la promesse des fleurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne vous parlez pas entre anciens collègues? Bien, oui, on ne se parle pas parce que je vous dis qu'il faut un cadre dans lequel tout le monde pourrait se parler, pas seulement les banquiers centraux.
Il ne faut pas réduire le débat économique à seulement cette partie de notre pays, cette partie des citoyens de notre pays. Il y a beaucoup d'autres économistes, il y a beaucoup d'autres citoyens qui ont des choses très sensées à dire sur comment les réformes peuvent aboutir. Nous sommes dans une société où les gens ont besoin de comprendre et d'accepter les choses avant de les mettre en œuvre. Les réformes, encore une fois, et c'est une question de méthode, les réformes ne peuvent pas réussir si vous n'avez pas un consensus préalable. Et c'est pour ça qu'il faut concerter les gens. Le cadre peut être celui d'une conférence économique ou une conférence sociale. Il y a eu d'autres conférences. Mais le cadre, il doit être permanent. Il faut qu'il y ait une concertation permanente sur les sujets. Nous avons discuté il y a quelques semaines de la question du dialogue politique. C'est un sujet aussi. Ça veut dire que sur toute cette question de société, économique, sociale, politique, il faut de la concertation permanente. Et cette concertation, elle ne doit pas se limiter à ceux avec qui nous sommes, ceux qui sont nos amis. C'est ça le sujet. Cette concertation, pour qu'elle puisse obtenir, elle puisse avoir des résultats, il faut qu'elle s'étende même à ceux qui ne pensent pas comme vous. Vous avez dit que vous ne vivez pas dans le passé, vous avez d'emblée choisi de vivre, surtout dans le futur. Vous êtes chef d'entreprise, vous faites de la consultation, vous présidez un conseil d'administration, vous créez de l'emploi, mais apparemment ces tâches-là ne vous procurent pas assez de sensations, comme peut, par exemple, vous le procurer un poste, notamment dont vous rêvez, 2016, c'est-à-dire la magistrature suprême. Justement, c'est une préoccupation fondamentale. Si je suis venu au Bénin en 2011, si je suis revenu au Bénin en 2011, en démissionnant, je vous le rappelle, de la BOAD, c'est bien parce que j'avais de très grandes ambitions et j'ai encore de très grandes ambitions pour ce pays. Et c'est pour cela, n'oubliez pas que je suis encore dans ce pays. Depuis 2011, je suis au Bénin. J'ai une résidence à Cotonou où je réside de façon permanente. Tout ce que je dis que je fais par ailleurs, je le fais à partir de Cotonou. J'ai, depuis 2011, visité plus de 60 communes de notre pays. 60 communes sur 77. Dans certaines communes, je suis parti et reparti plusieurs fois. Donc, je suis aussi intéressé, pour ne pas vous le dire, je suis plus intéressé à ce qui se passe autour de nos concitoyens, de la manière dont ils vivent, de leurs préoccupations de tous les jours. Et je peux vous en parler à longueur de journée aujourd'hui parce que j'ai pu visiter justement tous ces compatriotes là où ils vivent, pour les entendre. Oui, mais justement, vous dites que vous avez vécu et quelque part, lorsqu'on nous donne les chiffres, on dit qu'il y a le recul de la pauvreté. Vous qui avez été sur le terrain, avez-vous cette impression? Non, d'abord, M. Gomina, je vais vous surprendre. Les chiffres sont cruels. La pauvreté s'accroît dans notre pays. Les derniers chiffres que nous avons disent que 37% de nos compatriotes vivent en deçà du seuil de pauvreté. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont à peine un repas par jour. Moi, j'ai vu pas loin d'ici, à Calavi, des gens manger de la cassa avec du cube. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de faire même la sauce qui accompagne la cassa. J'ai vu ici, à Tobin, à côté, des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, j'ai participé à Savalou, à Banté, donc dans les collines, à la construction de forages parce que dans certains villages, les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, ce n'est pas juste de dire que la pauvreté recule. Oui, mais justement par rapport aux chiffres, on peut faire dire aux chiffres tout ce que l'on veut. C'est peut-être une analyse comparative. Quelle était la situation avant et quelle est-elle aujourd'hui? C'est ça qui nous permet d'apprécier est-ce qu'un effort est fait ou pas, ou alors c'est que nous sommes en train de reculer. Puisque vous êtes un homme de chiffres, dites-nous, puisque ces chiffres-là, vous les avez reçus, vous les avez potassés par rapport à la situation d'avant 2006, la situation en 2015 où nous sommes, est-ce que des efforts ont été faits? Est-ce qu'on aurait pu faire plus? Ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, ce que je vous dis, c'est que, premièrement, la pauvreté ne recule pas. Elle s'accroît. Et elle s'accroît au point où les derniers chiffres qui datent de 2013 nous disent la pauvreté au Bénin s'élève, si on prend cet indicateur-là, à 37%. Donc la situation se dégrade. Ça ne veut pas dire que rien n'est fait par ailleurs.
il y a sûrement dans différents domaines des choses qui ont été faites. Et je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a des choses positives qui sont faites ici et là, et je peux en citer quelques-unes. Mais en termes d'évolution de la pauvreté, puisque c'est de ça que nous parlons, la situation ne s'est pas améliorée. Et vous le constatez, vous alliez venir à ça aussi. Prenez le vécu quotidien des gens. Et la raison principale, c'est que la situation du secteur privé, par exemple, ne s'améliore pas. Il y a des difficultés de plus en plus grandes dans le secteur privé. Et pas seulement les grandes entreprises. J'ai rencontré un dirigeant de grande entreprise il y a quelques jours qui me disait qu'il venait de licencier le tiers de ses effectifs. Lorsqu'on nous dit que la dette intérieure du pays diminue, lorsqu'on nous dit que les femmes ont accès au microcrédit, et avec comme résultat que la pauvreté augmente, il y a quelque chose qui ne marche pas, ou c'est le discours officiel qui n'est pas juste, ou alors c'est la critique qui est excessive. Le discours officiel va toujours magnifier les aspects de sa politique qui donnent des résultats, et c'est normal. Tout gouvernement a besoin d'un peu de propagande. Et c'est normal que notre gouvernement utilise de cette corde-là pour promouvoir ce qu'il est en train de faire. Mais si je regarde les choses du point de vue du citoyen béninois, et même du point de vue d'un expert indépendant, et j'en connais tous les jours qui analysent ce qui se passe au Bénin, je vous dis, la situation économique est extrêmement difficile en cette année 2015. Et nous avons de gros chantiers, en particulier de réformes à faire, pour espérer renverser la vapeur et réduire la pauvreté. Regardez le nombre de chômeurs, notamment parmi les jeunes. Mais il s'accroît tous les jours. Tous les ans, il y a au moins 100 000 jeunes diplômés qui viennent grossir les rangs des chômeurs qui étaient déjà là. On répondra que c'est un phénomène mondial. Non, le phénomène n'est pas mondial. Il n'est pas mondial parce que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité d'avoir des jeunes qui sont tous les jours au chômage. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Il y a quelques années, on considérait le chômage, notamment des jeunes, comme un phénomène économique. Certains en disaient c'est un phénomène social. Aujourd'hui, en 2015, au Bénin, peut-être dans certains autres pays africains, le chômage des jeunes n'est plus seulement cela. C'est aujourd'hui une question de sécurité nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un danger pour notre pays. Si nous n'en faisons pas une priorité, j'allais dire la première des priorités de notre pays, de nos politiques, y compris économiques et sociales, alors nous allons avoir des difficultés. Les questions de sécurité que nous avons, et que certains des pays de nos pays voisins, auxquels certains de nos pays voisins sont confrontés. C'est une jeunesse désespérée. C'est une jeunesse désespérée. Et ça commence par quoi? Ça commence par des jeunes gens qui sont à la maison depuis 10 ans, qui n'ont pas un emploi. Ça commence par des jeunes gens qui sont à la maison alors que leurs parents peuvent aller se lever, aller au travail et revenir. Il faut sur la question du chômage, que vous citez les chiffres, ces jeunes, 100 000 jeunes qui, chaque jour, chaque année, viennent gonfler le taux de chômage dans notre pays. Est-ce que vous voulez dire que, par exemple, le gouvernement ne fait rien alors qu'il y a quand même plusieurs initiatives en matière de promotion de l'emploi? Est-ce que vous pensez que les moyens de notre pays, les ressources du pays, permettent de régler une telle question de façon définitive? Je veux vous dire, M. Dossa, que le gouvernement fait quelques efforts, mais ces efforts sont nettement insuffisants pour résoudre le problème. Parce que ce n'est pas seulement au gouvernement de trouver une solution à cela. Un problème de cette magnitude-là ne peut pas trouver une solution par le gouvernement. Je vais vous donner juste un exemple. Dans la fonction publique béninoise, dans toute la fonction publique béninoise, il y a moins de 100 000 personnes. Et je vous dis que tous les ans, il y a au moins 100 000 jeunes qui viennent sur le marché du travail. Combien de manière marginale le gouvernement peut recruter tous les ans en plus? Pas beaucoup. Sur les 100 000 qui viennent, tous les ans en temps normal, le gouvernement recrute entre 3 000 et 5 000. Le reste doit être assuré par le secteur privé et l'auto-emploi. Donc les politiques qui doivent être mises en œuvre sont des politiques qui doivent permettre au secteur privé, donc aux entreprises et à l'auto-emploi,
de créer ces emplois-là, permettre, créer les conditions pour que ces entreprises-là prospèrent dans tous les secteurs, l'agriculture, le commerce, les banques, les assurances, le transit. Dans tous ces secteurs-là, il y a des potentialités qui doivent être explorées pour permettre justement au secteur privé non seulement de recruter, parce que le recrutement vient quand les gens ont quelque chose en perspective. Mais si la situation est mauvaise comme elle est aujourd'hui, M. Gomina, je vous dis que les gens licencient au lieu de recruter. Il faut des politiques plus hardies. Il faut que le secteur privé soit à l'aise. Peut-on aujourd'hui reprocher au gouvernement de ne rien faire pour inciter à l'entrepreneuriat, pour encourager ceux qui entreprennent, quand on sait que des initiatives telles que le GUF et d'autres facilitations existent? Je peux vous dire que, je vous réponds encore une fois, que ce ne sont pas les politiques qui permettent au gouvernement de recruter lui tout seul. Parce qu'il y a des actions dans ce domaine, je les salue. Il faut continuer dans cette voie. Mais elles sont marginales. Combien le gouvernement peut recruter face à tout ce problème? Vous avez des millions de gens qui sont au chômage aujourd'hui. Donc c'est pas, même si vous recrutez 100 000 personnes, en un an, vous n'avez pas encore entamé le problème. Oui, mais le problème qui se pose, et nos concitoyens nous suivent, c'est qu'ils veulent savoir pourquoi on n'arrive pas à faire l'alchimie entre le privé, le public, pour que le privé puisse trouver son essor et pouvoir recruter assez. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Il se passe qu'il faut mettre en place, il faut faire les réformes, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut faire les réformes dans tous les domaines où le secteur privé a besoin de se sentir à l'aise. Il faut mieux former nos jeunes. Donc la politique de l'éducation aussi est importante. Nous avons des secteurs, je vous le dis. Lorsqu'on regarde le Bénin, bientôt chaque arrondissement aura son université. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, quelque chose est en train d'être fait. Quelque chose est en train d'être fait, mais pas tout à fait dans le sens qu'il faut. La formation professionnelle. La formation professionnelle. Former des ingénieurs qui vont dans les fermes et non dans les bureaux. J'ai parlé il n'y a pas longtemps avec le recteur Saint-Saint de l'université d'Abomey-Calavi. Il est ingénieur agronome lui-même. Je lui ai dit, mais, monsieur le recteur, nous avons un problème pour nos ingénieurs agronomes que nous formons. Moi, j'ai une ferme à Djougou, monsieur Gomina. Ça fait des mois, j'allais dire des années, que je cherche des ingénieurs agronomes qui sont capables de diriger la ferme. Et je n'en ai pas trouvé. Parce qu'il n'y en a pas parce qu'il y en a peu. Parce qu'il y en a peu. Il faut former ces ingénieurs-là dans cette direction. Il faut qu'ils puissent être des gens qui vont conseiller des fermiers. Il faut qu'ils puissent être des gens qui puissent créer leur propre ferme, éventuellement. Il y a d'autres domaines. Prenez le secteur du tourisme. Nous avons beaucoup de réceptacles hôteliers. De nouveau, dans tous les villages, vous en voyez même maintenant aujourd'hui, des hôtels partout. Comment voyez-vous le personnel de ces hôtels et de ces restaurants? Peu qualifié. Peu qualifié. Il faut former dans ce domaine. Dans la construction et le bâtiment, nous avons besoin de gens qui soient des maçons, de bons menuisiers, formés, capables de travailler ici, partout sur le territoire national. Vous le savez qu'il y a des parties dans notre territoire où lorsque vous voulez entreprendre, construire un bâtiment, vous n'avez pas de gens qui sont disponibles. Absolument. Il faut cela. Il faut former des gens pour cela. Et nous avons un marché à côté pour cela aussi, qui fait 200 millions de consommateurs. Le Nigeria. Ça, c'est qui consomme. Oui, mais c'est une ritournelle. C'est un autre aspect. On va en parler. Oui, on nous parle du Nigeria, notre grand voisin. On n'en profite pas, c'est les autres qui en profitent, alors que nous avons près de 700 km avec le Nigeria. Et tout de suite, vous avez parlé des gens doivent faire leur ferme. Et les populations se diront, en voilà encore un autre. On a vu des gens faire des champs de coton pour dire qu'ils sont en train de produire. Voilà encore un autre technocrate qui vient nous dire que chacun doit avoir sa ferme. Est-ce que notre malheur va s'arrêter un jour? Monsieur Gomina, vous êtes de Djougou, je vous invite dans ma ferme. Vous verrez qu'il ne s'agit pas de ce que vous voyez ici et là. Monsieur Dossa, je vous invite à Djougou voir ma ferme. Vous verrez qu'elle est différente de ce que vous avez vu par ailleurs. Et ce que je suis en train de dire, ça c'est une anecdote en passant.
Mais ce que je vous ai en train de vous dire, c'est que dans le domaine de la formation professionnelle, pour revenir au vrai sujet, nous avons du travail à faire pour que justement ces jeunes gens qui vont sur le marché du travail soient outillés, soient formés pour cela. Mais nous avons besoin aussi des réformes pour que ces emplois existent, pour que les entreprises prospèrent. Quand on parle du système éducatif de notre pays, en l'état actuel des choses, quelles réformes pensez-vous qu'il faut faire dans ce secteur-là pour aboutir à ce dont vous rêvez? Nous avons besoin dans le domaine de l'éducation, de faire davantage de formation professionnelle, d'orienter davantage les jeunes qui viennent à l'université. Quand vous avez 3 000 jeunes, 5 000 jeunes qui vont en fac de droit, en première année de fac de droit, vous savez très bien que nous avons des problèmes de débouchés là-bas. Il faut orienter ces jeunes. Et nous avons besoin de 3. Donc le premier sujet, c'est la formation professionnelle. Le deuxième sujet, c'est l'orientation des jeunes. Et le troisième sujet, c'est la recherche. Alors, tous ces aspects-là, il faut le faire encore une fois. Je reviens sur la méthode en concertation avec les enseignants, donc l'éducation, mais aussi les parents d'élèves et pourquoi pas les élèves et les étudiants eux-mêmes. Si vous ne faites pas ça, vous savez que le secteur de l'éducation est l'un des plus difficiles à réformer. Vous êtes parti pour échouer, alors même que vous voulez réussir quelque chose dans l'intérêt de nos jeunes. Oui, si mes souvenirs sont bons, il doit y avoir eu récemment des états généraux de l'éducation, le Forum national sur l'éducation. Depuis 2011, on a créé un ministère chargé de la reconversion des jeunes et autres. Tout ça, le résultat aujourd'hui, c'est des slogans ou quoi? Écoutez, le résultat, je vous en laisse juge. Le résultat, c'est que je ne vois pas ces réformes prospérer. Le résultat, c'est que nous avons encore des problèmes énormes dans l'éducation, y compris des problèmes de revalorisation de la fonction de ces enseignants qui se posent. Bon, très bien. Nous avons abordé cette première partie. C'était pour que vous puissiez vous prononcer sur la gouvernance en général et notamment sur des questions économiques parce que Abdoulaye Biachane sur un plateau de télévision, c'est ce que vos compatriotes attendent de vous. Mais nous allons revenir pour suivre l'ère du temps, c'est-à-dire la politique, puisque nous sommes à la veille des élections législatives et à ce niveau, on peut dire que si en 2011, l'Alliance ABT était aux abonnés absents, en 2015, vous êtes annoncé avec une liste au regard des dépôts que nous avons vus au niveau de la Sénat, c'est que les vôtres vont compétir. À un moment, on vous avait annoncé sur la ligne de départ, mais au final, ce n'est pas le cas. Peut-être expliquez-nous pourquoi vous n'avez pas voulu compétir et dites-nous pourquoi vous avez voulu que vos compagnons aillent sous votre bannière cette fois-ci. Bien, d'abord c'est vrai, et je vous remercie de le rappeler, qu'en 2011 nous n'avions pas de liste, d'accord? Parce que nous n'étions pas préparés, parce que au lendemain des élections présidentielles, chacun voulait aller dans des directions différentes, et au total nous n'avons pas pu avoir une liste. Cette année, nous avons convenu ensemble avec les partis membres de l'Alliance, parce qu'il faut rappeler cette disposition légale qui est que ce sont les partis qui vont, et les alliances de partis qui vont aux élections législatives. Et donc, en accord avec ces partis, nous avons décidé d'aller ensemble aux élections législatives. Et nous avons de bons espoirs. C'est pour ça que nous allons avec une liste sous notre propre bannière. Et après avoir discuté avec beaucoup d'autres alliés, pratiquement sur toute l'étendue du territoire, nous avons considéré que c'était la meilleure solution pour nous. Et nous verrons, bien sûr, au lendemain du 26 avril 2015, si notre approche était la meilleure. Vous allez mouiller le maillot, on vous trouvera aux côtés de vos candidats? Absolument. Et c'est justement parce que je veux le faire que je ne suis pas candidat. On ne peut pas être tout seul candidat à tout. Il faut choisir. Nous avons partout dans les circonscriptions où j'aurais pu être candidat des personnes bien formées, bien motivées, qui veulent le faire. Je leur fais confiance. Je serai à leur côté, comme je serai aux côtés de tous nos candidats pour justement défendre
les couleurs de notre alliance. Vous avez été une leçon de l'Espérance 2011. Certes, l'Alliance n'a pas officiellement présenté de liste, mais des partisans de ABT qui sont allés à ces élections ont lamentablement échoué. Et vous ont reproché à l'époque de ne les avoir pas soutenus, comme ils étaient en droit de l'attente de votre part. Bien, d'abord, il faut pour être historiquement juste, certains de nos anciens amis ont réussi quand même. Nous avons deux candidats qui ont réussi, M. Dossa. L'honorable Poudé, qui était avec nous, Valentin, l'honorable Nigra, qui était là, l'honorable Daïri, qui était avec nous aussi. Donc, il y a quand même quelques-uns qui ont réussi, à côté d'autres qui ont échoué. Donc, si on veut faire un bilan, il n'est pas totalement négatif. Et nous aurions eu des résultats encore plus probants si une discipline avait pu régner à l'époque pour dire allons dans cette direction, mettons-nous ensemble. C'est ce que certains n'ont pas voulu à cette époque-là. Donc le blâme n'est pas seulement dans une direction, celle d'Abdoulaye Biotchane qui n'a pas érigé une liste et certains me l'ont reproché. J'en prends acte. Dont ils n'ont pas bénéficié de votre part. C'est juste qu'ils n'ont pas bénéficié de ce soutien parce que je n'ai pas été là, mais je n'ai pas été là aussi parce que je ne voulais pas être le témoin d'un désordre. Nous étions dans une situation difficile, je rappelle, au lendemain d'élections législatives présidentielles que nous avions perdues. Chacun voulait aller dans une direction, chacun voulait être candidat. Certains m'ont même dit, si vous n'acceptez pas de me prendre sur votre liste, je serai sur la liste du FCBE. Donc nous avons tiré la conclusion qu'il n'était pas possible d'aller de manière disciplinée sur une liste et de voir cette liste-là prospérer. Ça a donné les résultats que vous savez. Si certains ont échoué, dans des circonscriptions où nous aurions pu enlever un ou parfois deux députés, c'est justement la conséquence de ces décisions un peu aberrantes. Mais aujourd'hui, vous avez une liste et ce qui fait l'étonnement, c'est qu'on a vu des personnes à côté de vous que l'on dit très proche de Biotchane, notamment l'honorable Afo Diobo, qui n'a pas pu trouver place sur votre liste. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond? Je crois que c'est d'elle seule que vous voulez parler. Parce que vous n'allez pas me citer d'autres noms. Alors, pour revenir à Mme Afo Diobo, c'est une personne pour laquelle j'ai une grande amitié, un profond respect et une infinie gratitude pour ce qu'elle a fait avec moi depuis 2010-2011. Cela étant, dans le processus de mise en place de cette liste, partout, j'allais dire presque partout, les militants ont souhaité choisir leur candidat. Et j'ai adhéré à cette démarche-là. Dans la circonscription où Mme Afo Diobo souhaitait être candidate, et souhaite être candidate, la 14e circonscription, les militants à la base ont décidé de procéder par des primaires. Et à l'occasion de ces primaires-là, ils ont choisi leur candidat en la personne, pour Bassila, de M. Afo, et pour Kopargo, de M. Hassan Sebo. J'ai considéré que c'est un processus démocratique qu'il ne fallait pas déjuger, qu'il ne fallait pas déranger, parce que je considère que c'est la meilleure voie pour nous de gagner ces élections et d'avoir des députés. Et cela étant, comme je vous l'ai dit, j'ai de profonds respect pour Mme Afo Diobo. Et je lui ai fait des propositions dans ce cadre en disant, nous avons d'autres chantiers. On ne peut pas dire, si je ne suis pas député, je n'ai plus rien d'autre à faire. En passant, ce sont de telles approches qui nous créent des problèmes un peu partout en Afrique. Quand vous avez des gens qui disent, moi, si je ne fais pas ceci, je ne peux rien faire d'autre. Alors je lui ai dit, nous avons d'autres chantiers. Et même si vous souhaitiez être député, nous avons d'autres circonscriptions où, éventuellement, on pourrait vous proposer pour être candidate. Mais là, elle est difficilement consolable, puisqu'on la retrouve sur une liste concurrente. Je sais qu'elle est difficilement consolable. Et c'est pour ça que je lui dis, elle garde pour moi cette même gratitude. Elle garde pour moi ce même profond respect. Elle garde pour moi cette même amitié. Et j'espère qu'à la fin des élections, on se retrouvera pour continuer parce qu'elle
elle est toujours membre de l'Alliance. Que pensez-vous de ces différentes alliances qui se constituent pour aller aux élections? On a désormais une vingtaine de listes pour aller aux élections. Un regard global avant peut-être qu'on puisse aller un peu dans le détail. Écoutez, moi j'ai salué la création de certaines alliances en espérant qu'elles vont continuer après les élections législatives. Parce que nous avons besoin, nous sommes dans un système de multipartisme intégral que je salue et qui a été mis en place à l'occasion du renouveau démocratique qui date aujourd'hui de 25 ans et nous devons célébrer encore une fois cette échéance-là. Mais il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on aille au-delà parce que il ne faut pas que ces alliances soient uniquement pour cette échéance. Il ne faut pas que ces alliances soient uniquement réservées à des départements ou toutes proches des départements. Nous avons besoin de consolider l'unité nationale dans notre pays. Et la meilleure façon de consolider l'unité nationale, c'est de mettre ensemble des gens qui viennent d'horizons divers, mais qui ont effectivement aussi la même vision du pays. C'est ce que nous essayons de construire dans notre alliance. Il faut que les gens puissent venir de tous les départements, comme d'ailleurs la loi l'exige, comme la Constitution l'exige, dans les partis et dans toutes les alliances. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Mais nous devons travailler pour aller davantage et tous les jours dans cette direction. Parce que c'est ça qui va grandir notre pays. C'est ça qui va nous permettre de préserver la paix. Et c'est ça qui va nous permettre de développer de manière durable notre pays. Justement, nous allons aller dans le détail. On a vu aussi que le président sortant, la majorité sortante, a une liste, les forces courues pour un Bénin émergent, et le chef de l'État veut une majorité à l'Assemblée nationale pour lui permettre de finir en beauté. Quelles sont vos appréciations par rapport à cet état de choses? Non, tout ce que j'ai à dire, c'est que ça me paraît être une attitude normale. Le chef de l'État part de cette législature avec une majorité. Il ne veut pas reculer, donc il souhaite avoir au minimum une majorité comme celle qu'il a eue pendant cette législature qui se termine. Je crois que c'est légitime. De l'autre côté, d'autres forces s'organisent aussi pour avoir une majorité. Vous le savez, et chacun se bat dans cette direction. Donc, c'est comme si vous me dites, il y a une alliance qui part aux élections pour gagner des députés. Je vous dirais, oui, bien sûr. Chacune de ces alliances, des 20 alliances que vous avez, va à cette élection pour avoir des députés, et certaines pour avoir éventuellement la majorité comme le FCBE. La majorité du FCBE ne vous fait pas peur par ce temps où le projet de révision de constitution est ressorti des placards, même si cette fois-ci on nous dit et on nous martèle que c'est juste pour certains points? J'espère que la sagesse prévaudra, parce que je vous ai dit, je suis allé partout, un peu partout dans notre pays, et je peux vous dire que la préoccupation majeure de nos compatriotes dans toute cette période n'est pas liée à la révision de la Constitution. Les gens ont des préoccupations plus terre à terre. Voyons comment nous adressons ces préoccupations. Politiquement, nous sommes à 12 mois des élections présidentielles, si je ne me trompe. Après les élections législatives, tout le monde va être engagé sur cette échéance aussi. Et je ne vois pas de calendrier politique qui permette de s'asseoir pour avoir un consensus autour de ça. Bien sûr qu'une constitution n'est pas inscrite dans le marbre. Bien sûr qu'on peut faire progresser notre constitution. Bien sûr qu'il y a des points à améliorer. Mais il faut le faire de manière consensuelle. Réviser une constitution, c'est même plus qu'une réforme. Et je vous ai dit tout à l'heure, une réforme pour qu'elle puisse réussir et pour qu'elle ne laisse pas un goût amer à certains, il faut la faire dans un contexte un peu consensuel. Il faut en débattre. Il faut en débattre surtout avec les gens qui n'ont pas le même point de vue que vous. C'est facile de s'asseoir et de débattre avec les gens qui, a priori, sont d'accord avec vous. Mais la difficulté de l'exercice dans ce cas, c'est justement de parler avec des gens qui n'ont pas au départ le même point de vue que vous et qui voient les choses différemment. Et arriver à un consensus avec
toutes ces personnes, celles qui sont avec vous et qui sont d'accord avec vous, et celles qui sont neutres, et celles qui ne pensent pas comme vous, est justement la preuve de la maturité du processus dans lequel nous sommes, et moi j'encourage à cela. Faire part de vos ambitions. Non, je pense qu'il faut voir la chose différemment. Là, je suis candidat, je les conditions pour l'aide, ce n'était pas le cas en 2011. Mais je considère que dans notre alliance, il y a des gens aussi capables que moi d'être candidats aux élections législatives. Et je suis à côté, dans toutes les circonscriptions, pour défendre notre alliance, pour expliquer ce que nous allons faire. Comme 2011? Non, pas du tout. On n'a pas été... Enfin, en 2011, on n'avait pas de... En 2015, avec 0 député. Je vous donne rendez-vous le 26 avril. Sur le terrain pour soutenir. Quels sont les thèmes forts que vous allez développer? Il y a des de l'Alliance qui seraient éventuellement élus sont venus nous proposer au niveau de la prochaine législature. Autour de quoi le député nous avons connu, quelles innovations majeures ils vont apporter, quels sont les projets phares ou sur les au niveau de proposer qu'est-ce qui est fait, les questions de l'énergie, quel sera l'apport du député de l'Alliance ABT? Bien, nous souhaitons et nous que avec de l'exécutif d'ici les élections présidentielles et après, lorsque éventuellement, par la grâce de Dieu, nous viendrons éventuellement au pouvoir avec des forces politiques qui pensent la même chose que nous, qui ont la même vision que nous de ce pays-là. Et c'est quoi cette vision? C'est de cela que vous parlez, M. Gomina. Cette vision-là que nous avons du pays, tout desquels, justement, de laquelle nos députés et après tous les gens qui travaillent avec nous vont avancer. Là, le premier élément de cette vision, je vous en ai parlé tout à l'heure, il nous faut absolument cimenter l'unité nationale. Nos députés vont combattre pour l'unité nationale et se battre contre toute dérive de régionalisme. Ce n'est pas seulement quelque chose qui me tient à cœur personnellement. Moi, je suis né dans cela. J'ai grandi dans cela. Et c'est pour ça que pour moi, l'unité nationale est importante. J'ai une famille qui est inscrite dans l'unité nationale. J'ai des parents qui sont, j'allais dire, de partout dans ce pays. Du nord, du centre et du sud, pourquoi pas. Et je sais que la seule manière pour ce pays de se construire de manière durable, c'est à travers l'unité nationale et nous allons défendre cela. Nous allons défendre les idées que, vous savez, qui vont mettre en danger qu'on appelle important qui dégage ça va être difficile. C'est pour ça que ce deuxième pilier-là d'arrache-pied pour que des réformes puissent s'accomplir.
Et j'ai dit encore une fois, ces réformes doivent s'accomplir dans un environnement consensuel. Les réformes, y compris la Constitution. Pas avant les élections. Je pense qu'il ne faut pas toucher la révision de la Constitution avant les élections. Il faut... Avant les élections présidentielles. Pardon? Quoi, notamment en le disant? Non, je ne redoute rien. Nous n'avons tout simplement pas le temps de construire le consensus autour de cela. J'ai écouté les uns et les autres. Vous savez très bien qu'il y a des... le gouvernement s'est expliqué, certaines personnes proches de la mouvance présidentielle se sont expliquées sur les raisons pour lesquelles il faut la révision de la Constitution. Et Mme Afou-Diabo, que vous citez tout à l'heure, qui explique pourquoi il n'y a pas de temps de révision. Pour les gens, c'est très loin du consensus qui est indispensable. Ce consensus, ce n'est pas seulement d'avoir une majorité mécanique à l'Assemblée, on l'a vu un peu dans d'autres pays à côté. La majorité à l'Assemblée n'est pas suffisante pour dire que nous avons un consensus. Le fait qu'aujourd'hui, à cause de la non-constitutionnalisation de la Cour des comptes, nous perdons des ressources importantes. Les partenaires n'ont pas... Je dirais les chiffres qui... C'est difficile et ça va être très long. Je peux revenir. Parce que ces partenaires ne sont pas contents de nous pour le fait d'avoir pas constitutionnalisé la Cour des comptes. Mais les partenaires ne sont pas contents, ce n'est pas seulement parce que nous n'avons pas constitutionnalisé la Cour des comptes. C'est aussi et surtout parce que ce que la Cour des comptes aurait pu faire si elle avait existé n'est pas fait. Il ne faut pas passer trop de temps sur les institutions. Il faut passer beaucoup plus de temps sur les politiques que ces institutions sont chargées de faire. Vous voulez parler des lois de règlement? Je parle des lois de règlement, je parle de la lutte contre la corruption, je parle de toutes les dérives qui font que un budget n'est pas encore un budget dans ce pays. C'est ça qui est plus important donc que tout le reste. Justement par rapport à la loi de règlement, à une époque, les critiques vous ont été faites qu'au moment où vous étiez ministre des Finances aussi, cela ne se faisait pas. Bon, c'est vrai, contre la corruption, vous avez écrit un livre, mais bon, suffit-il juste de vouloir lutter contre la corruption pour que la corruption recule? D'autant fait plus, ils ont même marché contre. Oui, alors, M. Gomila, ça m'amuse parce que, historiquement, il y a trop de choses qui ne sont pas justes. Historiquement, j'ai été le premier ministre des Finances de ce pays à introduire les règles de la loi de règlement. C'est quoi la loi de règlement pour nos compatriotes qui nous écoutent? La loi de règlement, c'est la reddition des comptes par le gouvernement devant l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il y a un budget qui est voté par l'Assemblée nationale tous les ans. Mais le gouvernement doit revenir devant le Parlement pour dire voilà ce que j'ai fait des moyens que vous avez mis à ma disposition. Eh bien, de 1960 à 1998, il n'y en a jamais eu. Et quand je suis venu au ministère des Finances en 1998, mai 1998, j'ai dit l'une des tâches les plus importantes que nous devons accomplir, c'est introduire les lois de règlement. Et nous avons travaillé sur la première loi de règlement qui n'a jamais été introduite au Bénin. Donc, on ne peut pas me dire que je ne l'ai pas fait quand j'ai été ministre des Finances. Au contraire. La lutte contre la corruption, ce n'est pas qu'écrire un livre. Je suis désolé. Ce sont des actes bien précis. Premièrement, nous avons, lorsque je suis arrivé au gouvernement en 1998, il y avait une ordonnance qui avait été votée par le gouvernement Soglo avant de partir en 1996. Et après cette ordonnance, il n'y a jamais eu de décret d'application. Et donc, nous avions un dispositif qui n'était pas appliqué. J'ai fait prendre les décrets d'application. Et nous avons dit, si nous voulons être sérieux dans cette lutte contre la corruption, nous devons avancer sur d'autres chantiers. Les marchés publics. Les premières dispositions des marchés publics, c'est moi qui les ai fait mettre en œuvre.
Et nous avons dit, et ça nous a apporté des résultats, je peux vous les donner. Quand je suis parti en 2002 du gouvernement pour aller au Fonds monétaire, nous avions une trésorerie positive. C'est-à-dire qu'après avoir payé tous les fournisseurs de l'État, après avoir payé tous les fonctionnaires, et nous ne payons pas seulement tous les fonctionnaires, on a rattrapé les retards sur les augmentations de salaire. Après avoir fait tout cela, après avoir réduit la dette de l'État, eh bien, nous avions une trésorerie positive qui permettait à l'État de pouvoir fonctionner sans à-coups. Donc ça, c'est indispensable. Il faut le faire. Et c'est pour ça que quand j'entends dire qu'on n'a pas avancé pendant cette période sur la lutte contre la corruption, je ne suis pas d'accord. Maintenant, le regard croisé avec ce qui se passe aujourd'hui en matière de lutte contre la corruption. Oui, la question. Oui, quel regard vous faites entre ceux qui... Oui, écoutez, moi je peux vous dire que, et c'est pour ça que les partenaires au développement ne sont pas contents. Quand nous étions là, quand moi j'étais ministre des Finances, je peux vous dire que nous avions, justement, avec les Danois par exemple, la meilleure coopération. Quand je partais en 2002, le Danemark était le premier bailleur de fonds du Bénin, bien loin devant tous les autres. À cause justement de ces mesures qui avaient été prises sur les marchés publics, sur la corruption, sur d'autres actions qui sont indispensables. Donc, ce n'est pas quand les partenaires disent « nous voulons une Cour des comptes », ce n'est pas la Cour des comptes en tant qu'institution seulement. Ce sont les autres mesures qui sont indispensables pour s'assurer que l'argent du contribuable et surtout leur argent qui vient de leurs contribuables est bien dépensé. Que le budget est un vrai budget. Que quand on a voté 1500 milliards, eh bien ces 1500 milliards vont aux actions qui ont été édictées par le Parlement. Apparemment, vous semblez émettre des réserves par rapport à ces 1500 milliards ou... Ce n'est pas moi qui émets des réserves, ce sont les partenaires qui émettent des réserves, qui vous disent le budget n'est pas un budget. C'est quoi alors? C'est une décision qui a été votée, il faut voir la reddition pour savoir. Intéressez-vous aux lois de règlement qui ont été approuvées par le Parlement. On en est où? Donc, c'est pour revenir à votre question, M. Dossa, et pour qu'on ne s'égare pas trop pour nos compatriotes qui nous suivent. La question qui est posée par les bailleurs de fonds au sujet de la Cour des comptes, ce n'est pas seulement la Cour des comptes. C'est avoir un dispositif institutionnel qui garantisse que les ressources, qu'elles soient internes ou qu'elles soient externes, donc venant d'eux-mêmes, les bailleurs de fonds sont bien dépensés et vont dans la direction sur laquelle on s'est entendu. Et c'est ça aussi, quand le MCA décide de ne pas accorder le second compact, ce n'est pas parce que la Cour des comptes n'existe pas. Oui, mais ce retard a été rattrapé. Et je salue la décision. On va évoluer donc dans cette discussion. Dans son introduction, Malick Gomina parlait de vos rapports avec le chef de l'État en termes de haine et d'autres considérations. Cela est-il exact? Non, je pense d'abord il faut relativiser les choses. Vous avez dit le chef de l'État, le président de la République, pour moi, c'est une institution. Et parce que je suis intéressé à ça, j'ai un grand respect pour la fonction du président de la République. Donc j'ai un grand respect pour... Il pouvait être autrement, puisque vous... Pardon? Il pouvait en être autrement, puisque... Mais justement, vous briguez le portefeuille. Parce que justement, je brigue la fonction, je brigue le portefeuille, j'ai brigué le portefeuille et j'espère le faire si Dieu m'accorde cette vie-là. Eh bien, j'ai l'obligation de respecter profondément cette fonction, cette institution-là. Et donc, tout le reste n'est d'ailleurs pas juste de dire il n'y a pas de haine à avoir vis-à-vis d'institutions. Moi, je suis... entre les personnes. Entre les personnes, je vais vous dire, il peut y avoir des différences, il peut y avoir des divergences. Mais personnellement,
Abdoulaye Biotchane. Je n'ai aucune haine vis-à-vis du président Yahya Boni. Ça, je peux vous le dire. Et donc, je vais vous dire, je vais aller plus loin. Oui. Je vais aller plus loin. Vous savez, il y a quelques années, en 2002, quand j'ai rejoint le Fonds monétaire international, quelques mois après moi, il y a eu un monsieur qui a été élu à la Banque mondiale comme président de la Banque mondiale. Il s'appelle Paul Wolfowitz. Paul Wolfowitz est venu au Bénin et il est reparti du Bénin et il a visité d'autres pays. Et quand il est rentré, on avait un débrief, on avait une réunion avec le directeur général du Fonds monétaire et d'autres personnes qui s'occupaient de part et d'autre du Fonds monétaire et de la Banque mondiale de l'Afrique. Et il nous a dit, j'ai visité un pays qui m'a profondément intéressé. J'ai visité le Bénin. Et quand j'ai visité le Bénin, après avoir visité d'autres pays africains et avant d'en avoir visité d'autres, j'ai été frappé que dans ce pays-là, il y avait 3 chefs d'État qui étaient là, 3 anciens chefs d'État qui vivaient encore en toute liberté et qui pouvaient aller et venir. Il dit, ça m'a frappé parce que dans beaucoup d'autres pays africains, je ne vois pas cela. Je vois des chefs d'État, d'anciens chefs d'État en prison, je vois d'anciens chefs d'État en exil, mais j'ai rarement vu une telle concentration de chefs d'État, d'anciens chefs d'État vivant chez eux. Ça, c'est une valeur que nous devons préserver. Et je l'ai dit l'autre jour à RFI, j'espère que dans quelques années, dans un peu plus d'1 an, nous aurons un ancien 4e chef d'État. Et je souhaite qu'il puisse aller et venir comme tous les autres. Parce que c'est comme ça que la démocratie béninoise va prospérer. C'est comme ça qu'elle va grandir. C'est comme ça que nous aurons la paix pour continuer par nous développer. Et quand on pense comme cela, il ne peut pas y avoir de haine. Il peut y avoir des divergences d'opinion, comme il y en a sur les politiques à mener. Oui, promouvoir l'unité nationale, ce n'est pas de promouvoir l'unanimisme. Oui, c'est dire qu'il nous faut l'unité nationale. Il faut que nous pensions Bénin, tous. Oui, mais M. Abdoulaye Biotchane, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, dites-nous si vous apprenez que Boni Yayi a un deuil dans sa famille. Est-ce que vous allez courir les larmes aux yeux pour aller lui présenter vos condoléances? Mais écoutez, M. Yahya Boni a perdu son gendre il y a 2 ou 3 ans. Je l'ai appelé pour lui présenter mes condoléances. Est-ce que vous savez de l'homme, si cela survenait chez vous, est-il possible qu'il vous retourne? J'espère. Je n'ai pas encore eu le cas et j'espère. Et s'il ne le fait pas, je ne vais pas m'en plaindre pour autant. Oui, mais M. Abdoulaye Biotchane, vous êtes en face de vos compatriotes et donc nous allons éviter la langue de bois. Nous allons dire les choses telles quelles. Je me souviens ici, au moment où le chef de l'État est venu, les premiers mois, la première année ou la deuxième année, Abdoulaye Biotchane qui intervenait, qui disait que Boni Yayi n'a pas de meilleur soutien à l'extérieur que lui. Puis, il y a eu la Banque mondiale. Ensuite, le Fonds monétaire international. Vous avez quitté, vous êtes venu pour la BOAD. Et après, vos relations se sont distancées. Quand vous dites que tout va bien entre vous, vos compatriotes ont l'impression que ce n'est pas juste. Parce que Boni Yayi estime que si vous avez compété en 2011 contre lui, il doit faire l'honneur pour vous empêcher de lui succéder. Ça, c'est ce qui est connu de vos compatriotes. J'espère que ce ne sera pas le cas. Tout ce que vous avez dit sur l'histoire est certainement vrai. Mais vous me posez une question sur l'état actuel de nos relations. Et je vous dis, je n'ai aucune espèce de haine vis-à-vis de Yahya Boni. Je crois que c'est factuel, c'est vrai. Vous vous êtes revu, est-ce que vous vous êtes parlé, vous vous êtes expliqué après 2011?
Mais ça reste une affaire privée, M. Gomina, entre le président de la République et moi. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sur les politiques extérieurs, oui. Depuis peu, en tout cas avant votre intervention, le 11 décembre, à l'occasion de cette marche des forces démocratiques, vos partisans et vous-même, c'était silence plateau, personne ne nous a parlé, en tout cas aucun membre de l'Alliance ABT ne se prononçait sur l'actualité, ne prenait aucune position contre les actions du chef de l'État, et donc on avait estimé à l'époque que vous ménagiez ces susceptibilités dans le cas où éventuellement vous auriez besoin de son soutien en 2016. Et cela reflète-t-il la réalité? Est-ce qu'une telle décision, une telle résolution a été prise par vous en son temps? Vous voyez que de tout cela, il s'agit de spéculation de part et d'autre. Parce que d'un côté, M. Gomina me dit il y a une profonde haine entre le président de la République et vous, et de l'autre, M. Dossa qui dit vous faites des choses pour espérer le soutien du président Yahya Boni demain. La position de l'Alliance sur des questions politiques a été de manière permanente dictée par la préoccupation d'intervenir sur un certain nombre de sujets importants pour notre pays. Nous avons été là sur les questions de la LEPI. Nous avons été là sur les questions de la révision de la Constitution. Nous avons été là sur les questions et de manière permanente sur les questions économiques. Et nous sommes là aujourd'hui sur les questions d'élections. Si on a manifesté le 11 décembre, c'est bien parce que nous pensions qu'il était indispensable de faire quelque chose pour que ces élections aient lieu, surtout les élections municipales. Et nous avons participé à la marche, à cette importante marche, aux côtés des autres forces démocratiques qui pensaient la même chose que nous. Donc je crois que l'Alliance a eu de temps en temps l'opportunité de dire son point de vue. Bien sûr, certains peuvent estimer que nous n'avons pas été suffisamment présents dans l'opinion. Et que les critiques étaient affleurées, mouchetées. Et que, non, nous avons formulé des critiques sur la politique économique, par exemple, de façon régulière, pour faire progresser les choses. Moi, je ne suis pas dans la critique pour la critique. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Je ne suis pas là pour dire que le gouvernement fait mal tous les jours. Je suis là pour dire, oui, le gouvernement fait bien ici. Quand nous l'avons fait, comme nous l'avons dit, le gouvernement fait la table ronde, j'ai dit, c'est une bonne initiative. Mais ça aurait pu aller plus loin et on aurait eu de meilleurs résultats si on avait fait ça de telle autre manière. Parce que j'ai été chargé de table ronde dans d'autres pays. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'Alliance a été, dans le passé récent, assez présente lorsqu'il était indispensable de le faire. Cela dit, vous devez constater par ailleurs, et c'est pour ça que moi je vous remercie de votre invitation d'aujourd'hui, c'est que dans les médias publics, nous n'avons pas accès aux médias publics. Vous le savez. Donc ça limite qu'on appelle notre visibilité, qu'on le veuille ou non. Lorsque je fais les visites dans les 60 communes, combien de fois vous avez vu l'ORTB parler de moi? Bon, moi, j'ai suivi sur l'ORTB votre don de forage quelque part dans les collines. Ça fait combien de fois? Une seule fois? Et souvent, les services de l'ORTB vous cachez aussi derrière les plaintes d'une autre... Non, nous les sollicitons de la même manière que nous vous sollicitons. Nous les sollicitons de la même manière que nous sollicitons Canal. Et encore une fois, moi je vous remercie, je vous dis bravo de donner une opportunité à notre alliance, de nous donner cette opportunité, comme vous donnez la même opportunité à d'autres groupes politiques qui n'ont pas les mêmes moyens d'accès aux médias publics. Rassurez-vous, chez nous, tout le monde est bienvenu et nous allons continuer dans ce sens parce que pour nous, il faudrait que chacun puisse s'exprimer, que c'est de la contradiction que les populations pourront se faire leur idée. Nous allons continuer à vous l'avez notre entretien. Vous avez parlé de l'unité nationale, vous avez parlé de l'Alliance ABT qui est présente un peu partout sur le territoire national, c'est vrai. Mais il y a Aboulaye Biotchane, candidat aux prochaines élections présidentielles,
qui auraient souhaité, par exemple, être dans la droite ligne de ce qui se passe depuis 1960 au Bénin, bénéficier de l'électorat d'une partie de notre pays en bloc, c'est-à-dire la partie septentrionale pour ne pas la nommer. Mais voilà que dans le starting bloc, il y a un autre qui vient et qui est aussi présent sur le territoire. Je veux nommer le général Robert Bihan qui vient vous discuter un peu cette partie de notre pays. Et quelle est votre approche? Qu'est-ce que vous pensez de sa candidature aussi, même si rien n'est encore officiel? Bien, moi, ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre. Historiquement, il y a eu plusieurs candidats dans le septentrion. Et je me rappelle très bien qu'en 2001, quand le président Kérékou, j'étais dans l'époque dans son gouvernement, a été candidat en 2001, il y avait d'autres candidats. Il y avait Zoumarou. Il y avait Sakalafia, mais etc. Ça n'avait pas fait long. Donc, chacun, nous sommes dans un pays, je l'ai rappelé tout à l'heure, où la Constitution nous donne la liberté d'être candidat quand on le souhaite. C'est le cas aujourd'hui du général dont vous avez parlé. Ce sera le cas pour d'autres personnes. Et je crois que ce sera à nos compatriotes de décider le moment venu de qui est le mieux qualifié pour les diriger, qui est le mieux qualifié pour porter leurs espoirs, qui est le mieux qualifié pour, disons, faire aboutir leurs rêves. C'est de cela qu'il s'agit. Moi, je n'ai pas d'autres commentaires à faire aujourd'hui. Je crois que nous sommes dans un système démocratique qui a fait ses preuves et pour lequel nous nous battons tous les jours. Je ne vais pas aujourd'hui interdire à quelqu'un qui en a envie d'être candidat parce que ça me porterait ombrage. Oui, mais même si la candidature ne vous porte pas ombrage, aujourd'hui, avec l'ère du temps, pensez-vous que l'économiste, le banquier central, ce soit quelque chose encore vendable sous nos cieux? Oui, pourquoi pas. Moi, j'ai entendu des gens dire, amener des critères, il faudrait interdire aux économistes d'être président de la République du Bénin, il faudrait interdire aux banquiers centraux. Il y en a un qui a dit qu'il faudrait même interdire aux gens qui sont nés avant 1960 de se présenter. Peut-être que demain, quelqu'un va introduire une règle qui porte sur la taille des candidats. Je n'en sais rien. Je crois qu'il faut être sérieux. Notre pays est en grande difficulté. Nos compatriotes ont des aspirations. Moi, ce que je vois du Bénin et ce qui m'a amené ici pour être candidat en 2011 et pour lequel je suis resté après 2011 est très simple. Je connais un pays dans lequel tout le monde, tout parent, toute famille célèbre l'éducation et l'instruction. Tous les parents, quand vous regardez un chef de famille, et je suis sûr que c'est votre cas, M. Gomina, je suis sûr que c'est votre cas, M. Dossa, que le plus gros de votre budget est consacré à l'éducation et l'instruction de vos enfants. Absolument, c'est ça. Et ça donne les résultats que nous savons que partout où vous allez, notamment les Sérères, les Béninois sont dans des fonctions prestigieuses. Ce sont des professeurs, des banquiers, des enseignants. Mais de moins en moins par rapport à nos frères du Sénégal. Il y en a toujours. Et je suis resté 6 ans au Fonds monétaire international. J'ai pu visiter, j'avais la responsabilité de 44 pays. Et j'ai pu visiter la plupart de ces pays pour savoir que, de ce point de vue-là, du point de vue des ressources humaines, le Bénin est très bien placé. Donc, et j'ajoute que quand vous demandez dans ces communautés-là, surtout à l'étranger, que pensez-vous des Béninois, ils vous disent, ils sont des travailleurs. J'ai eu à l'expérimenter ici quand j'ai été pendant 4 ans ministre des Finances dans le gouvernement du président Kérékou, que je salue au passage. Eh bien, j'ai vu ici, au ministère des Finances, des cadres compétents, des gens qui voulaient avoir des résultats, des gens qui ont pu faire aboutir des réformes lorsque nous sommes assis pour dire, voilà le cadre dans lequel nous voulons ces réformes, voilà la direction qu'il faut aller, voilà les raisons pour lesquelles il faut aller dans cette direction-là. Vous allez au ministère des Finances aujourd'hui, vous voyez le système informatique qui est en place, il date de cette période-là. Et ça a été conçu et exécuté par les cadres béninois.
Quand je vois ça, je dis que nous avons ce qu'il nous faut pour nous développer, c'est-à-dire des ressources humaines. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce qui fait le développement, ce n'est pas seulement dans notre pays, partout, ce n'est pas le pétrole, ce ne sont pas les mines, ce ne sont pas les richesses matérielles, ce sont les ressources humaines. Quand vous avez ça, quand vous pouvez faire travailler cela, vous avez le développement. Et j'ai la faiblesse de penser que cela est réuni au Bénin. C'est ça, moi, qui m'encourage. Et c'est ça qui me guide, parce que je sais que quand vous avez ça, le reste, c'est le leadership. Mettre un leadership qui permette de mettre ces ressources humaines là ensemble. Mais cela dit, il faut éviter de diviser ces ressources humaines-là, de laisser croire que tel groupe est moins important que tel autre groupe. C'est pour ça que j'insiste encore une fois sur l'unité nationale. Aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que la citadelle unité nationale a reçu assez de fissures? Bien sûr qu'il y a des relents de régionalisme. J'ai entendu, moi, quand j'ai été candidat en 2011, certains me dire « Ah, tu es le candidat poussé par le Sud ». Aujourd'hui, j'entends certains dire « Ah oui, ABT, c'est le candidat du Nord ». Le candidat du Nord, du Centre et du Sud. Si je suis candidat demain, je veux être le candidat de l'ensemble du Bénin. Je veux être le candidat qui va faire évoluer le Bénin. Je veux être le candidat qui va faire la fierté du Bénin. Dans tous les domaines. Tous les hommes politiques les plus régionalistes d'ailleurs tiennent ce discours-là publiquement. Alors, moi, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. Je vais vous dire la différence. La différence, je la vois sûrement dans la famille de Gominan et sûrement dans la vôtre aussi. Moi, je suis né dans une famille dans laquelle nous avons développé cela. Je vais vous raconter juste cela. Je viens d'une famille où mon père a été un polygame. Il a eu 4 femmes. Je ne célèbre pas la polygamie, c'est factuel. Eh bien, des 4 femmes, il y en avait 2 qui étaient du Nord et 2 qui étaient du Sud. Ça fait de moi quelqu'un qui passait une partie de ses vacances à Djougou, une bonne partie de ses vacances à Kové et une autre partie de ses vacances à Porte-Nouveau. Et j'ai vu grandir avec moi dans ma maison, dans la maison de mon père, des gens qui venaient de partout dans le Bénin. Ça fait de moi que je ne peux pas voir quelqu'un de Kové et dire il est différent de moi. Et voir quelqu'un de Porte-Nouveau ou de Ouida et dire qu'il est différent de moi. J'ai en plus après évolué dans des institutions internationales où je ne vais pas aller dire je vais promouvoir quelqu'un de Djougou parce qu'il n'y en a pas là-bas. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... Donc il faut dire, et c'est ça qui est important. Je veux finir de répondre à M. Dossa. Oui, tout le monde peut avoir un discours contre le régionalisme et pour l'unité nationale. Mais il faut que chacun de nous fasse prévaloir son expérience dans ce domaine. Et c'est important, le vécu de chacun de nous. Aujourd'hui, j'ai de la famille à Kové, dans le zoo. J'ai de la famille à Porte-Nouveau. J'ai 2 sœurs qui sont mariées à Porte-Nouveau qui vivent, et j'y vais régulièrement pour voir mes neveux et mes nièces. Monsieur Biotchane, ça c'est votre cas particulier. Mais aujourd'hui, il faut le dire, lorsque les micros sont éteints, lorsque les caméras sont fermées, il n'y a que beaucoup de nos compatriotes béninois, notamment ceux de la partie méridionale du pays, ont comme impression qu'ils ne sont pas traités de la même façon que leurs frères de la partie septentrionale. Est-ce que vous ne voyez pas ce malaise-là? J'entends cela. J'écoute. Je vous ai dit, j'ai visité plus de 60 communes aujourd'hui. Et j'ai entendu cela dans certaines communes. J'ai entendu cela dans certains quartiers de Cotonou. Dans d'autres quartiers à Ouida. J'étais à Boumé
pour justement prononcer un discours sur l'unité nationale. Et j'ai entendu ces critiques. Ce que je veux dire, c'est que je comprends la colère de certaines personnes devant un certain nombre d'actes. Je vous ai dit tout à l'heure, nos compatriotes célèbrent l'éducation et l'instruction. Chacun investit pour que son enfant aille à l'école et devienne quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est d'abord et avant tout un fonctionnaire de façon générale. Ça, c'est une des choses que nous allons réformer, mais c'est un autre aspect du sujet. Parce qu'il faut que nous formions nos enfants, pas pour être des fonctionnaires, mais pour être des acteurs économiques, pour être des employeurs, pour être des chercheurs, etc. Mais quand les gens dépensent de l'argent pour que leurs enfants deviennent des fonctionnaires, évidemment, vous pouvez comprendre qu'ils soient en colère quand on leur dit qu'il y a un concours professionnel ou des concours professionnels qui ont été organisés et que les résultats ont été manipulés, biaisés et teintés de régionalisme. Je comprends parfaitement cela et je dénonce cela. Et ce que je dis, c'est que moi, je ne ferai pas ça. Et encore une fois, pas sur la base d'engagement pour le futur, sur la base aussi de mon vécu personnel et de mon expérience professionnelle. J'ai été 4 ans au ministère des Finances. Et vous pouvez interroger ceux qui avaient été mes collaborateurs. Mes choix, et l'une des choses sur lesquelles j'ai insisté quand j'ai été nommé, c'est la possibilité de nommer mes collaborateurs. Et ces choix que j'ai faits n'ont pas été dictés par le régionalisme. Ils ont été dictés par l'intérêt national, par l'intérêt du service public, par la compétence et le mérite. Oui, mais après Biotiane, vous le dites, c'est si beau, mais est-ce que c'est politique aujourd'hui? Parce que lorsque je vais dans une région comme Djougou, l'un des reproches qui vous est fait, c'est qu'au moment où vous étiez aux affaires, vous n'avez pas donné priorité au fils de la région. Je comprends, j'ai entendu cette critique-là à Djougou, et c'est très bien de la relever, mais en même temps, il faut résoudre derrière les problèmes qui font que je suis dans l'incapacité, en tant que ministre des Finances, de mettre ce qui n'est pas juste, parce que nous avons nommé des gens de Djougou, y compris des gens qui sont ministres aujourd'hui dans le gouvernement. Tout à fait. Donc, ils sont dans le gouvernement aujourd'hui, ils ont été nommés, ils sont de Djougou. Mais ce que les gens de Djougou disent, c'est qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Mais il n'y en a pas eu beaucoup parce que, à l'époque, il n'y avait pas des gens formés dans certains secteurs où nous pouvions prendre des gens de Djougou. Il n'y a pas eu que Afo. Il y a eu Yakou qui était directeur général de la loterie. Il est de Djougou. Donc, cette critique-là n'est pas tout à fait juste. Ce que les gens veulent, c'est beaucoup plus. Mais beaucoup plus, c'est introduire aussi ces inégalités que vous dénoncez par ailleurs. Donc, il nous faut revenir à cette expérience. Je veux dire, c'est important de combattre le régionalisme si nous voulons que ce pays-là progresse. Si nous voulons avancer, nous devons être unis. Nous avons un pays qui fait 10 millions d'habitants. Nous sommes à côté d'un autre pays qui fait 200 millions d'habitants. Et nous voulons nous diviser par ethnie et demain par sous-ethnie. Nous allons nous diviser par quartier et demain par vent. Non. Oui, mais justement, c'est que le problème, malheureusement, il se pose, il est vécu pour un pays d'à peine 700 km en longueur. Je ne sais pas ce qui peut être nord, ce qui peut être sud ou ailleurs. C'est tout un, si je ne dirais pas, toute une région qui s'étend sur 700 km. Mais comment faire pour guérir de ce phénomène qui de plus en plus prend de l'ampleur et qui est un mal-vivre entre les Béninois qui hier s'aimaient, mais qui aujourd'hui de plus en plus se craignent? Moi, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Il faut que nos compatriotes et surtout les leaders aillent au-delà de la profession de foi. Dossa avait raison tout à l'heure, M. Dossa avait raison tout à l'heure d'insister sur le fait qu'il ne faut pas seulement des discours. Il faut des actes dans ce domaine-là. Et il faut des actes forts pour montrer que c'est la direction dans laquelle il faut aller si nous voulons construire une nation, si nous voulons que ce pays se développe. Parce que quand vous allez dans un village,
et que les gens n'ont pas accès à l'eau potable, eh bien, c'est tout le village qui n'a pas accès à l'eau potable. Et ceux qui n'ont pas accès, aujourd'hui, les gens qui n'ont pas accès à l'eau potable dans notre pays, il y en a près de la moitié de nos compatriotes. Ils sont au nord, ils sont au sud. Il y a des quartiers de Djougou où il n'y a pas d'eau potable. Moi, j'étais à Djougou, j'ai été interpellé à ce sujet. Il y a des quartiers, je vous ai dit tout à l'heure, à Togbain à côté, il n'y a pas d'eau potable. Donc, mettons-nous dans les conditions où nous serons en mesure, nous serons capables de résoudre ces problèmes. Et ça commence effectivement par l'unité nationale. Ne pas discriminer quelqu'un parce qu'il vient de telle région ou de telle autre région, qu'il vient de telle ethnie ou de telle autre ethnie. Ne pas discriminer quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme vous. Parce que c'est ça aussi. Après avoir fini de parler de cette plaie de la République, c'est-à-dire le régionalisme, nous allons parler au moins des trains qui arrivent à l'heure, et notamment de la LEPI. On peut dire qu'enfin, nous avons une liste électorale permanente informatisée, et on peut, c'est à l'actif de tout le peuple béninois, mais ça peut être une fière boutonnière dont le gouvernement peut se prévaloir, après toutes les critiques, enfin. Oui, non, je vous rejoins, M. Gomina, pour saluer le travail qui a été fait par le COS-LEPI, dirigé par Sakalafia. Je salue au passage le travail technique qui a été fait surtout par les experts béninois autour du CNT. Je leur tire mon chapeau et ça me ramène à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les ressources humaines de notre pays. Dans tous ces domaines, prenez tous les domaines de la vie sociale et économique de notre pays, vous trouverez des experts béninois qualifiés. Moi, j'ai commencé ma carrière. J'ai été amené, à l'époque, nous avions un peu de pétrole. Et j'étais allé visiter de la Banque centrale où j'étais. Je parle du passé. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je n'ai aucune preuve qu'il y a du pétrole. Alors, je suis allé visiter la plateforme à Sémé, au large de Sémé. Vous savez, à l'époque, tous les cadres que j'avais trouvés au large de Sémé étaient des cadres béninois, à l'exception de 2 Norvégiens qui étaient là. Aujourd'hui, nous avons la même situation dans beaucoup de secteurs. Mettons-les au travail. Parce qu'ils ont envie de travailler, ils ont envie de réussir, ils ont envie que le Bénin soit cité parmi les meilleurs. Et nous devons travailler pour ça. En tout cas, moi, je veux travailler pour ça. Ils ont envie de travailler, et au même moment, le Bénin a besoin justement d'une agriculture qui s'améliore et produit donc des bénéfices assez conséquents pour impulser le développement. Quelle est votre vision aujourd'hui de ce domaine, ce secteur-là, le secteur agricole? Merci beaucoup. Alors, avant de revenir ça, laissez-moi terminer un point avec M. Gomina sur la LEPI. C'est vrai que tout ça est bien terminé pour les élections législatives et pour les élections communales, mais n'oublions pas que derrière, il y a encore des gens qui ne sont pas inscrits. Il ne faut pas perdre cela de vue. Il y a des gens dans le pays, au Bénin, qui ne sont pas encore inscrits. Il y a... Non, attendez. Il y a aussi les Béninois de la diaspora qui ne sont pas inscrits. Ce n'est pas de leur faute. C'est de plus en plus pertinent. À ce niveau, c'est pertinent. Mais nos compatriotes qui, malgré les ratissages, malgré tout ce qui a été fait, les prolongations qui ne sont pas sorties, c'est difficile de défendre leur cas aujourd'hui. Par contre, pour nos compatriotes de la diaspora, le problème se pose puisque eux, ils n'ont rien fait pour ne pas mériter de pouvoir participer. Alors, je souhaite que vraiment, après la mise en place de la prochaine LEPI, une priorité soit mise à cet effet. Je souhaite, même si c'est de leur faute, que des efforts soient entrepris pour que tous ceux qui n'ont pas été inscrits, un peu partout sur nos territoires, puissent s'inscrire. Pour revenir à l'agriculture, notre agriculture a des problèmes aujourd'hui. Et en particulier, le coton a des problèmes aujourd'hui. Vous le savez aussi, il faut des problèmes énormes. Il faut aller au-delà des discours publics pour écouter les paysans, analyser les chiffres et les faits et voir que nous avons besoin là aussi de conduire des réformes. Et c'est pour ça que nous avons réfléchi à cela, nous avons travaillé là-dessus, sur l'agriculture, sur le coton. J'ai fait une conférence à Parakou là-dessus,
à Banikwara, nous avons fait aussi une conférence sur le coton, pour dire que pour l'essentiel, 2 ou 3 choses. La première chose, c'est que les paysans, qu'ils soient dans le coton ou dans d'autres filières, ont besoin de gagner beaucoup plus qu'ils ne gagnent aujourd'hui. Et nous devons mettre la priorité à ça. Et pour qu'ils gagnent beaucoup plus, l'accent doit être mis avant tout sur l'amélioration des rendements. C'est-à-dire combien de tonnes de produits, ou combien de kilos de produits sont produits sur 1 hectare de ferme. Je donnerai rapidement les chiffres. Les paysans qui font le mieux aujourd'hui dans le coton, ils sont autour d'1 tonne de coton par hectare. 1000 kilos par hectare. On ne peut pas, les paysans ne peuvent pas avoir des fermes vraiment profitables avec ces rendements-là. Mais qu'est-ce qui empêche des rendements? Est-ce que c'est les semences? Est-ce que c'est l'irrigation? Est-ce que c'est les intrants? C'est tout ça. C'est tout ça. Ce sont les semences. Il faut amener des semences qualifiées. Quand vous avez des paysans qui utilisent n'importe quelle semence pour planter, vous avez ces résultats-là. Il faut des engrais, et des engrais mis à temps. Il faut des pesticides mis à temps. Il faut surtout une chose, il faut de l'encadrement. Les paysans ont besoin d'être encadrés. L'idée que, parce que ces paysans sont là et vivent de ça depuis de nombreuses années, on n'a pas besoin de l'engrais, de les encadrer, pardon, ce n'est pas juste. Même des gens, prenez, moi je regarde le football de temps en temps, vous voyez les équipes professionnelles jouer, regardez l'entraîneur, les entraîneurs de ces équipes-là. Ils sont là régulièrement à recadrer certains joueurs. Avance, toi recule. Pourquoi on a besoin de dire ça à des professionnels qui n'ont passé que leur temps à étudier cela? C'est bien parce qu'il faut un œil pour le faire, un œil qui est de côté, qui peut voir les choses. C'est la même chose qu'il faut dans un champ. Il faut améliorer l'encadrement et il faut aussi investir massivement dans l'agriculture. C'est pour ça que je disais que nous proposons de mettre au moins 100 milliards. Dans les premières années, nous allons mettre au moins 100 milliards dans l'agriculture. Aujourd'hui, l'État met 55 milliards dans l'agriculture. C'est une question de chiffres ou bien c'est une question de moyens. Parce que au-delà des moyens, il faut des moyens. Il faut des moyens aussi. Oui, mais les moyens, c'est pour faire de l'encadrement, pour faire des pistes rurales. Il faut des pistes. Il y a plein. Je ne parle pas seulement du coton là. Je parle de toute la production. Vous avez agricole. Vous avez des zones où, par exemple, on fait du maraîcher et une partie, parfois la moitié, pourrit avant la fin de la récolte. Parce que pendant cette période-là, il n'y a pas de pistes cyclables. Donc il faut investir pour les pistes rurales. De la même manière qu'on investit beaucoup d'argent pour faire les rues goudronnées à Cotonou et ailleurs pour qu'on puisse circuler, il faut investir autant dans les pistes rurales pour permettre aux paysans d'amener les engrais quand il faut, de sortir la production quand il est temps, etc. Et il faut mécaniser l'agriculture. Parce que pourquoi les jeunes ne vont pas à l'agriculture? Bien sûr, je ne fais pas la proposition qu'il faut que tous les jeunes aillent à l'agriculture, mais il y a des jeunes qui ont envie d'aller à l'agriculture et qui viennent parfois de familles rurales. Mais ils n'y vont pas parce que, premièrement, les revenus sont dérisoires et deuxièmement, c'est trop pénible. Donc, il faut investir dans la mécanisation pour réduire la pénibilité. Oui, mais on a investi dans ce pays pour les machines agricoles. On a investi dans les machines agricoles, pas dans la mécanisation. Il y a une très forte nuance. Il faut investir dans la mécanisation. Quelle est la nuance? Mais la nuance, c'est que il faut d'abord acheter des machines agricoles qui sont adaptées. Même quand vous décidez d'acheter des machines agricoles, il faut qu'elles soient adaptées. Et il n'y a pas que les machines agricoles. Il y a tout ce qui tourne autour. C'est pour ça que je parle, par exemple, de recherche. Et dans ce domaine-là, de recherche agronomique. Oui, mais justement, par rapport à la question du coton, j'ai
eu la chance de participer à un séminaire international autour de la question du coton qui était organisé par le Fonds monétaire international à l'époque où vous étiez encore directeur Afrique. C'était à Bamako, où il était question du coton. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que le coton devienne véritablement la richesse pour les pays comme le Mali, pour des pays comme le Bénin. Mais 10 ans après, aujourd'hui, lorsqu'on regarde, c'est toujours des problèmes entre le privé et le public, des problèmes où on est obligé de réquisitionner des usines, des problèmes où on veut amener le coton béninois pour égrener dehors à l'extérieur, alors qu'en ce moment, les autres qui étaient derrière nous font des pas de géant et nous dépassent. Pourquoi cette malédiction béninoise? Bien, ce que vous appelez malédiction vient aussi de ce que nous n'essayons pas d'apprendre du passé. Et c'est encore une fois un appel à la méthode. Méthode, méthode, méthode. Vous voulez faire des réformes, associez tout le monde. Quelqu'un vous dira, attention, ce que vous voulez faire là, on a déjà essayé ça, ça n'a pas marché. Nous sommes dans un processus. Moi, j'ai très bien suivi l'évolution de la filière, ayant fait une bonne partie de ma carrière là-dessus, quand j'étais à la Banque centrale. Et comme vous le dites, lors de cette conférence que j'ai organisée à Bamako, tout simplement parce que à l'époque, nous étions au milieu des négociations avec l'OMCE. Et la question de blocage de l'évolution ce qu'on appelait de l'évolution des accords de Doha, c'était le coton. Mais en regardant les choses en tant qu'Africain, étant au Fonds monétaire à l'époque, j'ai constaté que ceux qui allaient bénéficier éventuellement d'une ouverture du marché du coton que nous voulions tous, ce n'aurait pas été les Africains. C'était le producteur californien. C'était le producteur peut-être californien ou le producteur brésilien surtout. Parce qu'eux avaient des rendements importants, eux avaient des fermes profitables, eux avaient des productions importantes. Donc il fallait engager un certain nombre de réformes, y compris celles sur l'amélioration des semences, les investissements dans la modernisation de la filière, y compris la mécanisation, les rendements des usines. Certaines des usines étaient assez vieillottes à l'époque. Donc c'est tout ça qui manque aujourd'hui. Regardez ce qui est fait dans la filière depuis 2-3 ans. Eh bien, c'est un retour à une formule du passé qui n'a pas réussi. Donc, ça ne peut pas réussir aujourd'hui non plus. Donc, les discours sur les succès de ce qui est en train d'être fait, écoutez les paysans. Moi, je viens de Banikora, où j'ai passé des jours en tournée. J'étais à Parakou. Je n'ai pas entendu un paysan cotonculteur heureux. Or, si, comme le gouvernement le dit, la filière est profitable, elle doit être profitable pour les paysans. Ce sont eux qui en vivent. Ce sont eux qui doivent être heureux. Donc, si ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas, alors il faut changer les choses, il faut réformer. Nous sommes au milieu du gué, la réforme est possible, mais il faut aller dans la bonne direction. Et la bonne direction pour ce qui concerne le coton, puisque c'est de cela que nous parlons, c'est une très grande place pour le secteur privé. L'État doit rester le régulateur, le responsable des fonctions critiques, le surveillant pour ce qui concerne l'encadrement, mais il ne doit pas s'occuper de tout le reste. Oui, mais Aboulaye Biachani, vous dites que les paysans ne sont pas heureux. À quelle aune vous mesurez cela? Parce que l'aune à laquelle cela se mesure, c'est qu'elle sorte pour marcher, pour encourager, pour dire que tout est bon. Oui, alors? Qui dit la vérité finalement? Moi, je ne vois pas, je n'ai pas vu les paysans cotonculteurs marcher pour dire qu'ils sont contents que les prix qui ont l'air fixés sont bons, que les prix auxquels ils achètent les intrants sont bons. Au contraire. Ils ne disent pas cela spécifiquement, mais au moins ils marchent tout le temps pour soutenir le gouvernement. Ça revient à dire qu'ils sont contents. Ils soutiennent peut-être le gouvernement pour autre chose. Moi, j'étais à Banikora, j'ai vu des paysans mécontents des prix aux producteurs qui venaient d'être fixés. Je ne dis même pas mécontent, en colère contre les prix qui venaient d'être fixés. C'est les mêmes que nous voyons souvent sur la chaîne nationale? Ah, mais moi, je vous invite à envoyer Canal. Peut-être qu'on verra on verrait d'autres images
peut-être plus sincère. Nous allons continuer. Peut-être avant André, on va parler de la crise énergétique, parce que c'est devenu un serpent de mer. On n'arrive pas à en sortir. Beaucoup de temps aussi. Qu'est-ce que vous proposez pour quitter les sentiers battus par rapport à cette question de l'énergie? Parce qu'il ne peut pas avoir de développement sans énergie, parce que vous parlez du secteur privé. Même si les industries venaient, comment elles vont faire tourner leur entreprise avec l'énergie qui est là? Des efforts sont faits, certes, c'est un problème qui date d'il y a longtemps, mais l'indépendance énergétique de notre pays, c'est un vain mot. Alors, vous parlez d'entreprises qui viendront, elles ne viendront pas. Moi, j'étais en Europe et j'ai été approché, j'étais allé rendre visite à un ancien président de l'Allemagne qui m'écoute, et Roskoller, et il a fait venir un investisseur polonais qui m'a dit, moi je voulais investir dans le coton, dans le textile bio, et on m'a dit que le Bénin est un pays intéressant où cela pouvait se faire. Et je suis venu voir, et je suis reparti parce que je ne pouvais pas le faire. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Il m'a dit tout simplement parce qu'il n'y a pas l'énergie électrique qu'il faut. Je peux vous en citer d'autres exemples de ce type-là. Nous avons un véritable goulet d'étranglement là. Que si nous ne résolvons pas cela, eh bien, non seulement des entreprises vont partir, mais d'autres entreprises ne viendraient pas. Il y a des efforts substantiels à faire. Et Dieu merci, il y a des solutions. J'ai dit l'autre jour, ici, à certains de vos collègues, il me faudrait moins de 5 ans pour assurer l'équilibre énergétique de ce pays. Un peu comme le tramway à Cotonou. Un peu comme le tramway qui a été critiqué. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train d'envisager de construire un tramway à Abidjan. Pourquoi on peut le faire à Abidjan et pourquoi pas à Cotonou? Le Bénin peut le faire. Donnons-nous la possibilité de rêver. Revenons à et de réaliser cela. À cette question d'énergie. Et pour faire l'énergie en 5 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? L'idée que c'est l'État qui va tout faire dans un environnement effectivement de rareté de ressources, il ne faut plus y penser. L'État n'a plus les moyens d'investir dans ce type d'infrastructure. C'est le secteur privé. Et Dieu merci, il y a de l'argent pour le secteur privé, pour ce secteur-là. Mais pour le faire, encore une fois, il faut des réformes. Il faut ce qu'on appelle un cadre légal, c'est-à-dire des lois et des décrets qui permettent au secteur privé de le faire avec toutes les garanties. Mais il faut aussi et surtout la confiance. Il faut que le secteur privé qui le fasse. Pourquoi il faut de la confiance? J'ai un ami personnel qui est en train d'investir à Abidjan pour construire une usine électrique, de production électrique de 348 mégas d'électricité. 348. Le Bénin, aujourd'hui, le déficit, c'est 200. Donc, à lui tout seul, il est capable de produire de l'électricité pour qu'on n'ait plus de délestage. Pourquoi vous ne pouvez le convaincre pour venir? Pour la raison que je vous ai indiquée tout à l'heure, il faut un cadre légal qui n'existe pas encore. Il faut la confiance, et cette confiance n'est pas là. Parce que lui, il investit sur 20 ans, 30 ans. C'est dans 20 ans qu'il va récupérer son argent. Il veut être sûr que tous les gouvernements qui vont arriver d'ici 20 ans ne remettront pas en cause son contrat. La Côte d'Ivoire a pris ce chemin depuis 1990, avec le président Alassane Ouattara, qui était Premier ministre à l'époque. Il dit, nous allons faire cette réforme-là, et faire en sorte que la production électrique soit assurée par le secteur privé. Aujourd'hui, 90% de l'électricité ivoirienne est produite par des acteurs privés. C'est possible de le faire au Bénin. Au lieu de ça, qu'est-ce que nous avons? Au lieu de ça, nous allons voir nos amis nigérians et nous leur disons, et nos frères nigériens en leur disant,
écoutez, vous êtes nos frères, vous êtes nos grands frères, vous êtes un grand pays, vous avez de l'argent, vous avez du pétrole, donnez-nous l'électricité ou vendez-nous l'électricité à un prix subventionné. Et ils disent quoi? Ah oui, c'est vrai, vous êtes nos frères, vous êtes nos amis, d'accord, on va vous donner ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au bout de quelques temps, ils vous vendent l'électricité, mais ils sont incapables de vous fournir de manière continue cette électricité. Pourquoi? Vous allez tous les jours au Nigeria, M. Gomina, M. Dossa, vous allez au Nigeria, qu'est-ce que vous constatez? Des délestages partout, y compris à la présidence de la République. Donc les Nigériens n'ont pas cette électricité qui veulent vous vendre ou qui veulent vous vendre à prix subventionné. Et nos amis, il y a une expression yoruba qui dit aussi, celui qui n'en a pas, on ne peut pas vous donner. On ne peut pas vous prendre, vous ne pouvez pas prendre à celui qui n'en a pas. Mais c'est ça exactement la situation. Au contraire, je dis bien au contraire, nous devons nous organiser pour vendre de l'électricité au Nigeria. Dernier sujet de notre entretien, les questions de l'infrastructure routière au niveau de notre pays. C'est vrai que par rapport à Boycon, à Kassato, cette épine dorsale de notre pays a connu beaucoup de problèmes. On est en train de quitter. Bon, c'est vrai que votre... Vous êtes sûr? Oui, le chantier avance, pas au rythme qui est annoncé, mais il avance quand même. Nous avons envoyé des équipes qui ont constaté que des Chinois sont en train de travailler. Au niveau d'Alada, les viaducs sont en train d'être faits et que c'est sûr que dans pas longtemps, nous allons... Dans quel horizon? Non, nous ne sommes pas spécialistes des questions routières. Ah oui, nous ne pourrons pas mais avancer des délais. Quels sont les éléments qui vous font douter, par exemple, de... Moi, j'ai voyagé, j'ai fait Boycon Cotonou. J'ai conduit de Boycon à Cotonou. Je ne vois pas ce projet fini avant 2 ans. J'ai fait cette route et je ne la vois pas être finie avant 2 ans. Alors, je ne sais pas quelle est votre question, mais... Oui, la question des infrastructures routières. C'est vrai qu'on a vu votre ancienne banque, la BOAD, mettre assez de crédit, beaucoup de lancements au niveau du pays pour des routes, même si, bon, la route, ça prend du temps. Mais est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, la politique qui est menée nous permettra de ne pas nous retrouver dans des situations du genre à Kassato-Boycon? Écoutez, nous avons un véritable problème d'infrastructure routière dans notre pays aujourd'hui. Moi, je circule et je fais tous ces trajets par la route. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire Savalou-Djougou par la route. C'est pénible. C'est pénible. Parakou-Djougou vient d'être entamé. Quand vous faites Parakou-Kandi-Malanville, il y a certains tronçons qui sont déjà en cours de dégradation. C'est pareil entre Dassa et Parakou. Donc, quand vous faites Cotonou-Dassa, le seul tronçon qui soit encore carrossable, c'est le tronçon entre Dassa et Boycon. Le reste, pour aller dans la région septentrionale en passant par Lomé, la vallée de Lomé, vous savez aujourd'hui dans quel état elle est cette voie. Donc nous avons un vrai problème. Il faut des investissements massifs parce qu'on a laissé les infrastructures se dégrader. Je ne sais pas comment on va faire. Je n'ai pas encore écouté les techniciens voir, étudier et présenter le problème dans toute sa magnitude. Mais nous avons de véritables soucis dans ce secteur-là. Et ce qui est fait avec la Banque Ouest-Africaine de Développement? Alors, ce qui est fait avec la Banque Ouest-Africaine de Développement est très bien, mais c'est nettement insuffisant parce que les ressources qu'il faut pour cela, la Banque Ouest-Africaine de Développement ne les a pas, tout simplement. Les ressources de marché que la Banque centrale, la BOAD, peut lever, sont des ressources qui sont relativement marginales. Vous ne faites pas des routes avec de l'argent autour du marché. C'est extrêmement difficile.
il faut chercher des ressources concessionnelles. Et le marché des ressources concessionnelles est pratiquement inexistant aujourd'hui. Donc la BOAD fait ce qu'elle peut, il faut la saluer, la féliciter pour le travail qui est fait, mais ça reste limité face aux problèmes auxquels nous avons affaire. Monsieur Ablabi Otiane, je vais vous demander de conclure notre entretien, mais avant, je voulais que vous puissiez vous prononcer. On a depuis quelques mois un jeune ministre des Finances à la tête des Finances du Bénin, vous qui êtes passé par là. Beaucoup disent qu'il est en train d'entreprendre des réformes, qu'il est en train d'aller sur le pas de ses illustres prédécesseurs, dont vous. Pour l'impression que vous avez, de quoi s'agit-il? Non, je ne veux pas porter des jugements personnels. Ce n'est pas juste parce que c'est un travail qui est extrêmement pénible. Mais j'ai porté un jugement global sur l'action économique du gouvernement. Je veux m'en tenir à cela. Nous avons des défis très importants au niveau de la gestion budgétaire. J'attends de voir les propositions de réformes qui vont être faites dans ce domaine. Nous avons, parce que vous savez qu'il y a des arriérés importants vis-à-vis du secteur privé. À la fin de l'année dernière, il y avait 50 milliards au moins de dettes vis-à-vis du secteur privé qui n'ont pas pu être payées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des PME qui sont étranglées. Ça veut dire des gens qui sont incapables de payer leurs salaires, les salaires de leurs employés, etc. Ça veut dire des banques qui sont en difficulté pour recouvrer leurs créances. Voilà des sujets qui sont importants à faire. Donc, je préfère me focaliser mon attention sur ces sujets qui sont importants. Créer un cadre important pour le développement du secteur privé, c'est très important. Il faut qu'on regarde ces sujets-là. Je ne veux pas personnaliser le débat. C'est un ministre qui vient de commencer. Je lui souhaite du succès. Il faut le faire. C'est un travail difficile et je lui souhaite du courage pour l'accomplir. Mais nous avons, pour les mois et les années à venir, des défis, d'énormes défis auxquels il faut accorder de l'attention. Il faut vraiment de l'énergie et de la détermination pour ceux qui vont entreprendre cela. Monsieur le ministre, nous sommes pratiquement à la fin. S'il vous était demandé de conclure notre entretien, qu'est-ce que vous souhaitez que nos compatriotes retiennent de cette émission, de votre passage, de cet entretien à bâton rompu? Bien, nous avons discuté de beaucoup de sujets et je veux insister sur quelques-uns. Le premier sujet sur lequel je veux insister, c'est la nécessité de continuer par mettre un accent important sur l'unité nationale et combattre de ce point de vue le régionalisme sur toutes ses formes. Le deuxième sujet, c'est qu'il nous faut de plus en plus mettre l'accent sur les conditions d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Donner l'accès à l'eau potable aux gens. Donner surtout de l'emploi aux jeunes. J'ai dit, il faut qu'on en fasse la priorité des priorités si on veut que ce pays ne sombre pas comme d'autres dans la violence, l'anarchie. Il faut absolument cela. Il faut en faire le pilier économique. Et c'est ça, et c'est pour ça que je dis que notre démocratie doit pouvoir produire des dividendes économiques. Elle doit cesser d'être du Nescafé? Je dis des dividendes économiques. Et quand on aura fait ça, effectivement, alors, on n'aura plus cette violence. Et, troisièmement, je le dis encore, nous devons faire confiance à nos compatriotes pour dire que nous avons les ressources humaines qu'il nous faut pour développer notre pays. Nous avons des chefs d'entreprise qui se battent. Et il faut vraiment tirer le chapeau à tous ces chefs d'entreprise qui sont dans des conditions extrêmement difficiles. Y compris aux non-vertueux? Pardon? Y compris aux non-vertueux? Bien sûr. Bien sûr. Il faut créer le cadre. Partout où vous avez, même les multinationales aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez dire des multinationales? Quand on parle de la fiscalité en Europe vis-à-vis des multinationales, ce n'est pas la vertu. Mais elles sont là.
Mais il faut créer le cadre pour que ces entreprises prospèrent, aient des bénéfices, recrutent les jeunes pour travailler. Et réinvestissent aussi. Et réinvestissent. Et je dis, nous avons les hommes et les femmes pour cela. C'est pour ça que moi j'ai confiance. Et je dis que cette vision qui veut que le Bénin puisse prospérer sur la base de ces ressources humaines, elle est là. Elle est intacte. Et enfin, je veux dire deux choses. La première, c'est pour vous dire que dans une semaine, le 8 mars, on va encore célébrer les femmes. Et ces femmes, on n'en a pas parlé beaucoup dans notre débat, elles sont importantes pour notre pays. Et moi, je souhaite que dans le travail que nous allons faire demain, on puisse vraiment sortir ces femmes béninoises de la marginalisation économique. Parce que quand nous l'aurons fait, et nous en avons les moyens, ça va être vraiment une véritable révolution pour notre pays. Et je profite de cette journée de la femme qui va venir dans une semaine pour vraiment remercier ces femmes-là, béninoises, pour tout ce qu'elles font. Pour nous tous. Elles sont nos épouses, elles sont aussi nos mères. J'ai ma mère qui m'écoute. Je veux la remercier vraiment pour tout ce qu'elle a pu faire de moi. Et remercier toutes les autres mamans. On vous répondra que la sortie de la précarité, cela passe par la microfinance. Il n'y a pas que la microfinance. La microfinance, c'est un prêt. Les prêts peuvent vous permettre de rebondir, d'aller plus loin dans ce que vous êtes en train de faire. Ce qui les sortira de la précarité, ce sera des revenus. Et nous allons travailler sur la capacité de mettre dans les mains de chaque femme, notamment rurale, des revenus réguliers. C'est ça qui sort des femmes, les femmes et les hommes d'ailleurs, de choses. Et nous allons travailler là-dessus. Donc je veux dire merci vraiment à toutes les femmes béninoises et leur souhaiter par avance une bonne fête. Et enfin, à vous, journalistes de Canal, je veux dire vraiment merci de m'avoir invité aujourd'hui, de m'avoir permis de m'exprimer, de clarifier mes positions, de me faire connaître sur moi un peu plus par nos compatriotes et vous dire, continuez dans cette voie. Aujourd'hui, c'est Abdoulaye Bio-Tchane, demain, ce sera un autre. Donnez la parole à d'autres Béninois pour qu'ils viennent expliquer comment ils voient les choses. Peut-être qu'ils diront des choses qui ne vous plairont pas, mais ils auront eu l'opportunité de s'expliquer et de faire comprendre aux Béninois ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu aies le droit de le dire. Voilà. Abdoulaye Bio-Tchane, votre alliance ABT fait cette année sa première expérience en ce qui concerne les élections législatives. Vous promettez mouiller le maillot pour accompagner ces candidats. Vous pensez que l'argument de la perte des ressources liées à la non-constitutionnalisation de la Cour des comptes, argument avancé par le gouvernement pour justifier la révision de la Constitution, n'est pas tout à fait juste au sujet de la gouvernance et des performances économiques du Bénin. Vous coupez plutôt la poire en deux. Beaucoup de choses sont faites, mais il faut amorcer beaucoup de réformes afin d'améliorer les choses dans le domaine de l'éducation et également vous encourager le secteur. Vous pensez qu'il faut encourager le secteur privé qui doit pouvoir créer l'emploi et impulser le développement de notre pays. Merci donc d'être passé dans Zone Franche ce dimanche. Merci à vous, Malick Gomina, et merci aux amis téléspectateurs. Passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. Au revoir.